Sans transition, je vais solliciter Madame le docteur Sophie Benkemoun pour prendre la suite. Juste encore une petite information que j'ai oubliée tout à l'heure, mais qui me semble essentielle. C'est qu'il y a non seulement de nombreuses personnes présentes, mais sachez qu'il y a également une partie des équipes pédagogiques qui nous suivent grâce à une transmission par Zoom, absolument pour des personnes qui sont dans d'autres régions, qui n'ont pas pu venir. Donc c'est vraiment une démarche nationale et nous sommes plus nombreux que ce qui y paraît encore. Merci. Merci. Non, je vais rester là. Merci. Merci, pas de souci. Je préfère être debout. Merci en tout cas de m'avoir invité pour intervenir ce matin. Je ne vais pas passer non plus beaucoup de temps, enfin même pas du tout sur ma présentation. Si vous voulez savoir plus de ce que j'ai fait, comme l'a dit Monsieur Patrick Petit-Oyon, vous pouvez chercher sur Internet, APCOM, apprendre à communiquer. Parce que oui, on a tous appris à parler, mais finalement, parler et communiquer, c'est pas tout à fait la même chose. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous êtes nombreux, j'imagine que parmi vous, il y a de nombreux parents. Et même si vous n'êtes pas encore parents, vous avez dans votre entourage des parents de jeunes enfants. Et vous savez, quand on est parent, on enseigne beaucoup de choses à nos enfants quand ils sont dès le plus jeune âge. Mais on fait 2 enseignements fondamentaux qui vont leur servir, bien sûr, pour bien se développer toute la vie. On leur apprend à marcher, on leur apprend à parler. Alors, bien sûr, si la santé est là et que le développement de l'enfant va permettre que ça se passe du mieux possible, je voudrais que vous vous rappeliez, vous, en tant que parents ou témoins de parents de jeunes enfants, quand vous leur avez appris à marcher, est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est pas vrai, t'es encore tombé? J'y crois pas. Depuis ce matin, t'es tombé au moins 5 fois. Non, mais tu sais quoi? Tu ne te concentres pas. Tu ne fais pas d'efforts. Je vais te dire, moi, à ton âge, ta sœur, c'est pas qu'elle marchait, c'est qu'elle courait déjà. Hein? Tu pourrais prendre exemple sur ta sœur. Franchement, tu sais quoi? Quand papa va rentrer ce soir, je vais lui dire que tu ne fais pas d'efforts. Je pense que si on apprenait à nos enfants à marcher comme ça, on serait tous en train de ramper encore. Hein? Enfin, si nos parents nous avaient appris à marcher comme ça. En général, ça se passe plutôt comme « Oh, tu es encore tombé. Allez, viens, on essaye encore. Allez, tu sais, peut-être que si tu te tiens à cette petite table pour te lever, ça va être plus facile. Bravo, tu y es presque. Regarde, on va voir mamie là-bas. Allez, on regarde qui c'est qui arrive le plus vite vers mamie, etc., etc., etc. » Les parents qui apprennent à leurs enfants à marcher comme ça n'ont jamais, 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 jamais douté que l'enfant allait y arriver. Et ça, c'est fondamental. Et l'enfant, il lit ça dans le regard de ses parents. Et quand je dis le regard, c'est l'attitude, les paroles qui sortent de la bouche. Ils lisent « Je suis un être compétent, mon parent a toute sa confiance en moi pour y arriver. » Certains vont y arriver très vite, très jeunes, on les voit toniques, debout dans un lit. D'autres prendront plus de temps, passeront par différentes étapes de rampage plus ou moins créatifs, comme certains bébés savent faire. Mais tous vont y arriver, sauf problème de santé, bien sûr. Donc ça, c'est fondamental. Et moi, je fais beaucoup référence dans mon travail à un psychologue qui, malheureusement, est peu connu parce qu'il est mort très jeune. Il avait 51 ans. C'était Chaim Ginott. Et Chaim Ginott, lui, il a été enseignant quand il était en Israël. Et puis, il est parti après aux États-Unis et il est devenu le psychologue de référence à son époque pour la relation adulte-enfant. Et Chaim Ginott disait « La façon dont tu me vois devient la façon dont je me vois ». Et ça, c'est fondamental parce que les tout-petits, quand on est petit, vous allez parler d'estime de soi et ça, c'est un sujet fondamental, donc vous allez en parler cet après-midi. On a besoin de l'autre pour savoir si on est compétent, si on a une valeur, etc. pour que notre estime de soi se développe du mieux possible avec la meilleure confiance en soi possible. Et avoir confiance en soi, c'est oser faire, oser lever la main en classe pour dire « je n'ai pas compris », etc. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous connaissent une expérience que 2 psychologues ont fait
aux États-Unis dans les années 60, c'est messieurs Rosenthal et Jacobson, qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est assez hallucinant. À cette époque, on autorisait en psychologie des expériences qui peut-être ne seraient certes plus autorisées aujourd'hui. Pour résumer cette expérience, ces psychologues sont allés dans une classe en début d'année scolaire et ont fait passer à tous les élèves un test de QI. Mais et bien sûr, ils ont dit juste, on va faire passer un test pour savoir globalement quels sont les élèves un peu prometteurs, quoi, qui allaient certainement avoir de bons résultats. Ils ont laissé traîner les résultats parce qu'ils espéraient, et on ne peut pas lui en vouloir, je pense qu'on aurait tous fait pareil, que l'enseignante, je ne sais pas, de cette classe, jetterait un petit coup d'œil sur les résultats, ce qu'elle a fait. Et donc elle avait, on pourrait dire, une photographie de sa classe. Tel élève, waouh, ça va sûrement bon QI, ça va sûrement être facile avec lui, je vais pouvoir lui enseigner beaucoup de choses, etc. Elle avait une photographie. Et puis l'année s'est passée et les psychologues sont revenus en fin d'année scolaire pour voir si les prédictions du texte s'étaient réalisées. Effectivement, globalement, les bons élèves avaient eu de bons résultats. Sauf que là, ils ont avoué que les résultats du test de QI qu'ils avaient fait passer aux élèves en septembre, les résultats avaient été donnés au hasard. Toi, tu seras bon, pas bon, etc. Enfin, voilà, je simplifie, mais c'est l'idée. Ça veut bien dire que la façon dont tu me vois devient la façon dont je me vois. Et ça au quotidien et dans un métier comme le vôtre, c'est essentiel. Dès qu'on enseigne quelque chose aux élèves, eh bien, on a j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça, un peu un pouvoir, en fait, quelque part. En tout cas, on participe au fait qu'ils vont persévérer, ils vont recommencer, même si ils échouent. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Tal Ben-Shahar, je vous recommande, et il dit, Tal Ben-Shahar, si vous n'apprenez pas à échouer, vous échouerez à apprendre. Et l'échec dans l'enseignement scolaire en France en général, c'est très compliqué. Enfin, moi, je me rappelle quand on n'avait pas le droit de raturer, des fois, on avait des enseignants quand j'étais petite, qui refusaient même les effaceurs. Enfin, voilà. Moi, j'ai habité aux États-Unis, mon fils aîné a été scolarisé dans une école américaine en primaire. Ils ont un crayon de papier et une gomme. Et ils peuvent écrire dans la marge, ils peuvent essayer. Et quand le professeur arrivait à la fin, il lui disait « Jérémy, comment tu es arrivé à ce résultat? Raconte-moi, explique-moi comment tu es arrivé à ce résultat. » Et on pouvait recommencer, etc. Donc, ça, c'est compliqué. L'échec est, je trouve, encore quelque chose de compliqué dans notre société en général. Alors, moi, dans mon métier de formatrice, je travaille beaucoup avec des enseignants depuis de nombreuses années. Ça fait 20 ans, maintenant, ça va faire 20 ans en 2026. Pas que des travailleurs sociaux, des parents aussi, mais voilà, des gens dans les secteurs médico-sociaux et de l'enseignement. Notre objectif, c'est d'outiller les adultes qui sont au quotidien face à des enfants, petits, dès le GAN jusqu'à ce qu'ils soient adolescents, etc. Et j'aime bien utiliser ce qu'on appelle des techniques d'impact, des objets, des histoires, des images, pour expliquer des outils. Et je me suis dit que ça serait intéressant que je vous montre un de mes outils préférés en matière de communication. C'est un outil qu'explique Chaim Ginott dans ses livres, notamment Entre parents et enfants. Et pour vous le présenter, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite scène, une petite situation toute simple, parce que mon objectif, c'est que vous compreniez pourquoi certains outils de communication fonctionnent dans une situation comme je vais vous décrire, et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas, et surtout les dégâts collatéraux que ça peut avoir pour aujourd'hui et pour demain. Imaginons un enfant, un élève, à qui on demande par exemple, de fermer la porte d'une pièce en sortant. Ça pourrait être n'importe quel autre exemple, de ranger du matériel, ce que vous voulez, bref. Et puis, cet élève oublie souvent de fermer la porte. Et puis l'adulte, l'enseignant qui est là,
C'est pas vrai, t'as encore oublié de fermer la porte. Mais je sais pas dans quelle langue il faut que je te parle. Je sais pas, les autres le font sans qu'on ait besoin de lui dire. Les petits le font sans qu'on ait besoin de lui dire. Je comprends pas. Je comprends pas, je sais vraiment plus comment il faut que je te le dise. Enfin, vraiment, voilà. Et puis parfois, il y a des conséquences, des punitions derrière, etc. Je vais refaire la même scène autrement, et puis après, on va un peu décrypter tout ça. La porte des WC est restée ouverte, ou la porte de la classe est restée ouverte, ou la porte de la pièce est restée ouverte. Et puis si ça fait 3-4 fois que je le dis depuis ce matin, donc bon, ça peut un peu m'énerver quand même. La porte des WC est restée ouverte, je peux m'énerver. Je fais un arrêt. Dans cette petite histoire que je vous raconte, qu'est-ce qui me gêne moi l'adulte? C'est quoi? C'est que la porte soit ouverte, soit restée ouverte alors que la consigne avait été donnée de fermer la porte. En fait, sous-entendu, qui que ce soit qui laisserait la porte ouverte, ça me gênerait. Ok? Mais voilà. Donc là, je parle pas de la porte dans la première façon de faire. Quand je dis tu as encore laissé la porte ouverte, comment faut-il que je te parle pour que tu comprennes, pour que tu écoutes ce que je te demande? Les petits le font et toi tu n'es pas capable. Je ne parle pas de la porte. Quand je fais ça, je parle uniquement de l'élève, de l'enfant, et pas du problème. Le problème, c'est la porte qui a été restée ouverte. Chaim Guinot, il disait la différence, c'est que dans la première façon, c'est une critique qui évalue la personne. Imaginez que je vous parle comme ça, t'as encore laissé la porte ouverte. Comment il faut que je te parle pour que tu comprennes? 10 fois, 15 fois, je dois te le dire et tu comprends pas. Bon, je me dis, je suis nulle, quoi. Je dois être quelqu'un d'incapable. Les petits y arrivent et moi, pas. Alors, je vais vous expliquer ça, comme je vous l'ai dit, avec des objets simples que vous voyez tous les jours. Comme ça va vous aider à vous rappeler. Voilà une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau. L'eau dans la bouteille, c'est l'estime de soi. Ok? Je vais prendre un petit gobelet en plastique. C'est le problème. C'est la porte qui est restée ouverte. Ok? La première façon de faire, ça donne ceci. Je t'ai dit 15 fois depuis ce matin de fermer la porte. Quand est-ce que ça te rentrera dans le crâne? À l'âge que t'as, tu devrais la fermer, la porte. Alors, j'ai amené ce qu'il faut pour éponger parce que je savais que j'allais en mettre partout. Voilà. Oui, on m'appelle Mary Poppins des fois un peu. Voilà. Hop. Regardons ce qui se passe. Comment il se sent l'élève? Alors vous voyez peut-être pas, mais la bouteille elle a quand même pris cher, comme disent les jeunes, elle est ratatinée. Le gobelet, je vous ai dit que c'était le problème. Il est où? Sur la tête de l'enfant. L'enfant est devenu le problème. Je parle de toi, du problème. L'eau, c'est l'estime de soi. Et vous avez pu constater qu'elle sort. Pourquoi? Parce que quand j'ai l'impression qu'on me dit que je suis mauvais, que je suis pas capable, que l'autre ne me fait pas confiance dans mes capacités d'y arriver, l'estime de soi, elle baisse. Et ça va être encore plus difficile, finalement, d'essayer de reprendre cette confiance en moi. La deuxième façon de faire, je laisse le gobelet à sa place. Donc moi, je suis l'adulte, je vais parler en regardant le problème. Donc la porte qui est restée ouverte. La porte des WC ou la porte de la salle est restée ouverte, est encore restée ouverte. Ou depuis ce matin, ça fait 3 fois que tu laisses la porte ouverte. Monsieur Chaim Guinot appelait ça différencier la personne et son comportement. C'est pas toi le problème, c'est ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, c'est ce que tu as dit ou ce que tu n'as pas dit. C'est oublier de dire bonjour, ou oublier de nettoyer, de fermer la porte, d'apporter son matériel de géométrie, tout ce qu'on demande aux élèves de faire au quotidien en classe. Donc la mauvaise façon, je mets des guillemets, c'est la critique qui évalue la personne. L'autre, c'est la critique qui décrit le problème. Donc en fait, c'est pas compliqué. Au quotidien, quand on veut critiquer, alors la critique négative, la critique peut-être positive aussi, eh bien, je vais me poser, dans ma tête, c'est quoi le problème? C'est la porte qui est restée ouverte, c'est le manque de politesse, c'est le comportement de l'élève, c'est les notes, c'est la façon de travailler, c'est tout ce que vous voulez. Et je vais décrire le problème.
quand je me pose cette question, c'est quoi le problème? La réponse à cette question ne doit jamais, jamais être le prénom de quelqu'un, enfin de l'élève. C'est pas, même si je l'accorde, on est des humains, il y a des jours, hein, il y en a qui nous hérissent le poil un peu. Il faut l'accepter aussi. Donc la réponse à c'est quoi le problème? Eh bien, c'est ça, ce que vous allez trouver comme réponse, le cahier oublié, la porte restée ouverte, la façon de parler, ce que vous voulez. C'est ça que je vais décrire. Cette façon de parler est intolérable. Dans une classe, on ne parle pas comme ça. Cette façon, je m'attends à ce que à chaque cours le lundi, tu apportes ton matériel de géométrie parce que tu sais que on va commencer par ça, etc., etc. Je peux pas vous assurer que quand on parle comme ça, les élèves vont devenir formidables et n'oublieront plus leur matériel, fermeront les portes et accéderont à toutes vos demandes. Ils seront plus dans la coopération parce que il y a dans cette façon de communiquer un respect de la personne, ok? Et puis l'adulte est là pour j'ai vu que cette semaine tu as oublié 3 fois. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour t'aider à arriver à faire mieux, à progresser et devenir excellent? Dans les 2 façons de faire, gobelet sur la tête, donc quand on évalue la personne, ce qu'on va essayer de ne plus faire dans notre façon de communiquer, ou la critique descriptive, il y a une différence fondamentale. Même si l'élève finalement ne coopère pas, et il faudra peut-être trouver d'autres façons, au moins quand je fais une critique descriptive, je ne fais pas de mal à la personne, je n'abîme pas l'estime de soi. Alors que quand j'utilise des critiques qui évaluent, surtout si je suis en colère et que je suis pas content et qu'il y a de la répétition et que on est des humains, nous aussi, les adultes, et on a nos limites, eh bien, à chaque fois, je fais du mal. Et ça, c'est fondamental. Je fais du mal à l'estime de soi, à la personne. Et comme j'ai commencé en disant la façon dont tu me vois devient la façon dont je me vois, si vous voulez que l'enfant se voit comme une personne capable eh bien de progresser, les outils de communication sont fondamentaux. Alors, c'est un exemple, cette critique descriptive, mais c'est un outil que j'aime beaucoup. Et n'oublions pas que les élèves, les enfants, quel que soit l'âge, apprennent, vous le savez bien, par la répétition. C'est pour ça qu'en classe, on répète de différentes façons, mais c'est pas en une fois qu'on apprend une leçon. Il y a de la répétition, mais de la modélisation. Ils copient les adultes. Il suffit d'écouter de jeunes enfants jouer avec des poupées. Et puis moi, j'ai des fois des parents qui me disent « Oh là là, c'est horrible, j'ai entendu ma fille, comment elle parle à ses poupées. » Oui. Alors je dis pas que ça vient des parents, mais elle l'a entendu. Ça peut être à la télé, un dessin animé, sa copine, la mère de sa copine, l'enseignant, le parent, peu importe. Mais on apprend par modélisation. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer, en utilisant nous-mêmes, adultes, ce genre d'outils de communication, eh bien on les enseigne aussi aux enfants, aux élèves qui sont en face de nous. Évidemment, là, j'ai pas de temps pour le faire, mais quand je travaille avec des groupes d'enseignants, je commence toujours par quelque chose en rapport avec les neurosciences, avec le cerveau, parce que c'est fondamental. Tout à l'heure, Monsieur Mérieux, vous parliez des enfants, d'essayer de leur faire peut-être avoir envie d'une récompense plus lointaine, d'une satisfaction meilleure, mais qui sera plus lointaine qu'une satisfaction immédiate, bien sûr. Et en même temps, quand on s'intéresse au fonctionnement du cerveau des ados, on va découvrir que c'est extrêmement compliqué. Parce que le cerveau des ados, à l'âge qu'ils ont, fonctionne de manière à ce qu'une récompense immédiate, même plus petite, qu'une récompense future plus importante, c'est très difficile pour eux de résister parce que la partie, je fais ça parce que c'est là-haut, derrière le front à peu près, la partie qui nous permet de dire non, sois raisonnable, il vaut mieux que là tu bosses et puis comme ça tu auras une bonne note, tu pourras passer dans la classe où tu veux aller, etc. Plutôt que de se dire ouais mais là j'ai des copains qui m'attendent sur mon téléphone, les réseaux sociaux, jouer, etc.
c'est compliqué, c'est très très difficile de résister, d'où l'importance d'avoir à côté d'eux des adultes, éducateurs au sens large, les enseignants en font partie bien sûr, pour les accompagner vers cette frustration qui est nécessaire et qui malheureusement aujourd'hui fait défaut à beaucoup d'élèves et à leurs parents, puisqu'on a des jeunes parents qui ont grandi avec aussi cette difficulté, qui n'arrivent pas à traverser toutes ces frustrations. Alors, finalement, l'enseignement, au-delà des matières, rôle, Kodesh, toutes les matières que vous enseignez au quotidien, Chaim Guinot a dit, je le cite beaucoup toujours, c'est mon mentor, le pauvre, j'ai échangé avec sa femme, mais lui, malheureusement, il était déjà décédé. Il a écrit un beau texte qui est difficile, mais qui conclut par la lecture, l'arithmétique, l'écriture ne sont importantes que si elles servent à rendre nos enfants plus humains. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est bien d'être le meilleur qu'on peut dans telle ou telle matière, mais c'est pour en faire quoi, comme vous le disiez. Et malheureusement, dans notre histoire de l'humanité, et nous les Juifs, on a des exemples, la Shoah, le 7 octobre. Pour construire des chambres à gaz, il fallait être ingénieur. Pour construire des tunnels souterrains comme il y a eu à Gaza, il fallait avoir reçu de l'instruction, mais finalement pour en faire quoi? Et ça, c'est vraiment ce qui est fondamental. Et on peut participer dans toutes les matières que vous enseignez à en faire des mensch. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif. Je vous remercie beaucoup.